Bonjour, je me présente Francis Fortin, vice-président placement chez Gestion Ferrique. Donc, pour cette capsule, je vais vous présenter une mise à jour sur les tarifs et leur impact et les perspectives à court et moyen terme. Comme vous le savez, le 2 avril a été le jour de la libération aux États-Unis. Donc, le président Donald Trump a annoncé une série de tarifs douaniers massifs visant à corriger ce qu'il considérait comme des décennies de relations commerciales déséquilibrées, défavorisant les travailleurs et les industries américaines. L'objectif était de réduire le déficit commercial et de relancer la production manufacturière nationale. Il a signé un décret imposant un tarif universel de 10 sur toutes les importations, sauf quelques exceptions près, et des tarifs supplémentaires dits réciproques, allant jusqu'à 49 pour certains pays comme le Cambodge. D'autres tarifs sur l'acier, l'aluminium et les véhicules automobiles étrangers importés avaient déjà eu des taux d'imposition supplémentaires depuis le début de l'année. Les républicains ont calculé que ces tarifs, en utilisant une formule simple mais controversée, surtout du fait que ça inclut la balance commerciale avec chacun des pays envers les États-Unis. La formule aussi ne tient aucunement compte des réalités économiques, des barrières tarifaires, des taxes ou des politiques monétaires. La Chine, elle, a été imposée d'un tarif supplémentaire de 34 Plusieurs pays émergents se sont vus imposer des tarifs réciproques de plus de 40 C'est le cas, entre autres, du Vietnam, du Cambodge et du Sri Lanka, en raison de leur exportation massive vers les États-Unis. Le Canada et le Mexique se sont sauvés de ces tarifs universels pour le moment, mais la guerre commerciale est loin d'être terminée. Justement, regardons d'un peu plus près les événements qui sont produits entre le Canada et les États-Unis. Le 1er février, les États-Unis ont imposé un tarif de 25 sur la majorité des biens canadiens, sauf ceux conformes à l'ACEUM, l'accord Canada, États-Unis et Mexique. Le Canada a répliqué le 4 février avec 25 de tarifs sur 30 milliards de dollars d'importations américaines, principalement sur les boissons, des cosmétiques, des produits du papier et des articles ménagers. Les États-Unis ont ajouté un 10 sur les exportations énergétiques canadiennes et 25 sur l'acier et l'aluminium canadien en mars. Le Canada a alors imposé 25 supplémentaires sur un panier de 29,8 milliards de dollars sur d'autres produits, comme des produits sidérurgiques, des produits d'aluminium et des biens divers. Les États-Unis ont rectifié, en fait, non, ils ont renchéri, excusez-moi, le 3 avril avec 25 sur les automobiles et les pièces automobiles. Depuis ce temps-là, on observe une série de revers, de mises en question et de menaces de la part du président américain. Alors maintenant, on assiste également à un combat de titans entre la Chine et les États-Unis. Souvent, le jour de la libération, les États-Unis ont augmenté les tarifs sur les importations chinoises à un total de 104 Ce à quoi la Chine a répliqué avec un tarif de 34 sur toutes les importations américaines. S'en est suivi un échange coup sur coup d'augmentation de part et d'autre pour atteindre un tarif de 145 exigé pour les importations chinoises vers les États-Unis et 125 pour les importations en provenance des États-Unis vers la Chine le 12 avril. Encore une fois, on assiste depuis à des déclarations volatiles, émotionnelles, surtout du côté américain, qui ne sont plus vraiment prises au sérieux du côté de la Chine. Il faut dire que les exportations vers les États-Unis ne représentent qu'environ 2,7 du PIB chinois, tandis que les revenus des entreprises chinoises provenant des États-Unis représentent environ 1 des revenus totaux de l'indice MSCI Chine, l'indice qui représente les compagnies asiatiques chinoises. À l'inverse, les importations des États-Unis en provenance de la Chine ont baissé à 13 par rapport à 21 en 2017 à cause de tarifs instaurés depuis 2018, mais sont quand même à des niveaux beaucoup plus élevés. D'ailleurs, les entreprises du S&P 500, l'indice américain, tirent environ 7 de ses revenus de la Chine. Donc, l'impact de cette guerre commerciale se fait ressentir sur les marchés boursiers. On l'a vu surtout du côté des actions américaines qui ont connu leur pire séance depuis 2020. L'indice S&P 500 a subi une forte correction le 7 avril. S'en est suivi une dépréciation du dollar américain, la chute du prix du pétrole et les investisseurs qui sont rués vers l'or. L'impact se fait également ressentir du côté des obligations américaines. Les taux des obligations américaines 10 ans sont repartis à la hausse depuis le début du mois d'avril. Ça vient du fait que les investisseurs anticipent une reprise de l'inflation à cause des tarifs. Également, l'incertitude liée aux tensions commerciales crée de la volatilité. Les investisseurs exigent une prime de risque sur les obligations par conséquent. Dans ce contexte, il est extrêmement difficile de déterminer les perspectives précises. C'est difficile parce qu'on n'y voit pas tout à fait clair, principalement à cause de la volatilité que tout cela provoque. Sur le graphique de gauche, vous pouvez voir le niveau de l'indice VIX. Je vous rappelle, l'indice VIX mesure la volatilité implicite des actions américaines, en particulier
celle du S&P 500 pour les 30 jours à venir. C'est-à-dire que ça ne mesure pas la volatilité historique ou celle qui a été réalisée, mais plutôt les attentes du marché sur la volatilité future. Lorsque le VIX est élevé, ça signifie que les investisseurs anticipent des mouvements importants sur les marchés. À l'inverse, si le VIX est bas, ça suggère que les investisseurs prévoient une période plus stable. En avril, le VIX a atteint un sommet depuis la pandémie. De l'autre côté, vous pouvez voir que le niveau de l'indice MOVE a également augmenté. Alors, l'indice MOVE, c'est un peu comme le VIX, mais pour les taux d'intérêt. Il reflète combien les taux d'intérêt risquent de bouger dans les prochaines semaines. Alors, celui-ci a également augmenté au courant du mois d'avril pour revenir à des niveaux observés la dernière fois en 2022. Pour ceux qui ont regardé le webinaire du quatrième trimestre, vous vous souviendrez de ce graphique. Il faisait en fait un état des événements historiques en lien avec une détention monétaire suivant une hausse des taux d'intérêt et une hausse de l'inflation. Alors qu'on pouvait anticiper un atterrissage en douceur à la fin de l'année dernière, la guerre commerciale augmente soudainement les probabilités d'une reprise d'inflation, voire d'une récession. Alors, en conclusion, alors qu'on pouvait qualifier les attentes d'optimisme prudent en début d'année, la guerre commerciale entreprise vient un peu brouiller les cartes et surtout amène son lot de volatilité. Plus la guerre commerciale se prolongera, plus les chances d'une récession augmenteront. En revanche, si le président Trump revenait rapidement sur sa décision, les marchés pourraient reprendre du galon assez rapidement. Si l'intention politique affichée était celle de rééquilibrage commercial, l'impact économique réel reste profondément incertain. Ce n'est pas seulement l'ampleur des mesures qui inquiète, mais bien leur imprévisibilité. Dans ce genre de situation, la diversification est encore une fois le meilleur outil pour obtenir de meilleurs rendements ajustés pour le risque à long terme. Avoir un plan et le suivre est la meilleure stratégie que vous pouvez avoir en ce moment-ci. C'est également dans ce genre de situation que l'approche sphérique prend tout son sens. Des fonds concurrentiels, gérés par des professionnels, des portefeuilles adaptés à votre profil de risque, qui sont diversifiés et qui sont rééquilibrés régulièrement pour atteindre vos objectifs à long terme. Sur cela, on conclut la capsule. Je vous invite à nous envoyer vos questions et on va y répondre le plus rapidement possible. Merci et bonne journée.